Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 54. On est toujours à l'intersaison et il va se passer pas mal de choses. On va en parler, on va parler Free Agency aujourd'hui. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Bah écoute, ça va. J'ai découvert ce week-end que Poutine était un fan des Philadelphia Eagles, puisque apparemment il a décidé de déclencher une guerre thermonucléaire pour ne pas voir les Giants gagner un nouveau Super Bowl. Je trouve ça assez minable quand même, je dois dire. Je sais que je me suis, pendant une seconde, j'ai dit ah bon, il est vraiment fan des Eagles non, bon, Bah attends, c'est un personnage abject, forcément il est fan des Eagles. Non, dis pas ça pour nos amis de Eagles FR, c'est pas sympa. Oui, non d'accord, c'est vrai, il est fan des Cowboys. Bon, alors on va parler Free Agency aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire. On va voir de quelle manière on peut économiser les fameux 40 millions dont Joe Schoen nous a parlé. Il veut faire des économies, l'équipe est quasi en reconstruction. Hein. Ce sera peut-être pas aussi violent qu'il y a 4 ans, mais il va falloir faire des choix et on va essayer d'en parler, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Et on verra ensuite c'est ce qu'on va faire aussi avec nos free agents, puisque on va perdre forcément des joueurs qui sont en fin de contrat. Est-ce qu'on doit les re-signer, est-ce qu'on doit les laisser partir ? Que pouvons-nous faire avec cette équipe des Giants ? Eh bien, je te propose de commencer tout de suite. Alors pour info, je me suis amusé là, j'étais au ski et j'ai installé, puisque sur le Game Pass, ceux qui ne le savent pas, le Game Pass c'est Enfin, normalement tout le monde le connaît maintenant, le Game Pass Xbox, il y a accès à plein de jeux. Et là, il y a Madden 22 qui est dispo, donc je l'ai réinstallé. Mais j'ai pas joué en mode normal, j'ai joué en mode General Manager. Et donc j'ai tenté de voir ce que j'arrivais à faire avec les Giants et je suis pour l'instant à 8 victoires et 3 défaites dans ma deuxième saison. Et j'ai fait quelques moves, mais j'ai pas tout compris puisque c'est assez mal fait. En tout cas, j'ai vite compris que c'était compliqué d'être GM. Et c'est que si tu sais pas manipuler les chiffres et si tu comprends pas tout, comme c'est mon cas, c'est forcément compliqué. Surtout que sur Madden, c'est assez mal foutu. Mais je propose, avant qu'on commence, que tu nous expliques un tout petit peu les deux notions principales qui vont nous intéresser aujourd'hui, Thiergo, qui sont le dead cap, c'est-à-dire l'argent perdu éventuellement qui peut arriver si tu trades ou si tu laisses partir un joueur, et le cap hit qui est l'argent directement impliqué sur ton cap total qui est de cette année de 208 millions de dollars. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces deux notions ? Alors les 208 millions de dollars, ça c'est le salary cap, c'est la masse salariale en quelque sorte. Oui, la masse salariale. Le cap hit pour commencer par ça, c'est en fait quel est le poids comptable, on va dire, hein, sans vous rentrer dans un exercice de comptabilité, mais le poids que représente un joueur donné dans la masse salariale des Giants. C'est pas seulement son salaire, c'est son salaire plus les éventuels bonus qu'il peut recevoir pendant l'année, ou alors son bonus de signature qui est comptabilisé de manière lissée sur toute la durée de son contrat. On va pas rentrer trop dans les détails parce qu'on risque peut-être d'en perdre certains, mais pour vous donner un exemple tout bête, on va prendre le joueur qui représente le plus sur la masse salariale des Giants en 2022, c'est Leonard Williams, qui a un salaire de 19 millions pour 2022, mais son cap hit est de 27 300 000 dollars. Donc vous voyez bien qu'il y a un décalage. Et pourquoi est-ce qu'on parle aussi de dead space, de dead cap, pardon, dead space, le mec qui parle jeux vidéo là. Ouais, exactement. De dead cap, et ben en fait le dead cap c'est une sorte de cap hit que vous avez dans votre masse salariale, mais pour un joueur qui n'est plus dans votre effectif. Parce que parfois, quand vous virez un joueur, vous lui devez peut-être parfois encore du salaire garanti, ou alors il y a certains éléments de bonus qui n'avaient pas été comptabilisés jusqu'à présent et qui tout d'un coup se retrouvent à être comptabilisés. Et donc il faut... pour que ce soit équitable, il faut que cette frange du salaire ou du bonus soit mis dans le dead cap. Et donc en gros, c'est comme si vous étiez en train de payer un joueur qui pourtant n'est plus dans votre équipe. Et donc en fait, il faut un peu jouer avec ces deux paramètres-là, voir quels sont les joueurs qu'on peut dégager pour faire une économie, tout en minimisant le dead cap qu'on va devoir assumer après leur départ. Alors, il faut savoir que cette année, pour les Giants, on a quand même commencé l'année avec
très très peu de dead cap, puisque jusqu'à il y a quelques jours, on avait un dead cap qui était pratiquement proche de zéro, puisqu'il nous restait en gros le contrat de Sam Beal, le cornerback, à payer. Et depuis qu'en fait Nate Solder est officiellement plus dans l'effectif, on a 4 millions qui sont ajoutés, parce que Nate Solder, en fait, il avait une sorte de dernière année fictive sur laquelle il avait 4 millions qui étaient comptabilisés et qu'on paye désormais aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, en fait, on a un dead cap qui est actuellement à 4 290 000 dollars, et on risque en fait d'augmenter un peu plus ce dead cap cette année pour pouvoir assainir les finances des Giants. C'est un peu ce que Joe Judge, mauvais Joe Shane a dit en disant qu'il voulait déjà libérer dans un premier temps 40 millions de cap space dans la masse salariale, sachant que on en a parlé tout à l'heure avant le début du podcast, Plax, aujourd'hui on est 12 millions au-dessus de la limite autorisée par la NFL. Ouais, et ça va être inévitable qu'on ait du dead cap qui augmente, forcément, puisqu'on va pas pouvoir libérer 40 millions sans dead cap, c'est quasiment impossible. Juste, petite notion aussi, puisque c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, le salaire des coachs n'entre pas là-dedans. D'ailleurs, je me suis posé la question et j'ai pas été voir la réponse. Quel était le salaire des coachs Est-ce que c'est déjà des salaires qui sont officiels? Est-ce qu'ils sont libres d'accès et on sait exactement combien sont payés nos coachs? Je ne sais pas. En tout cas, on continue à payer Joe Judge puisqu'il avait été embauché sur plus longtemps. On continue même à payer, je crois, d'autres coachs aussi. Shermer, on doit continuer à le payer aussi. Donc ça, non. Ah, je crois que l'année dernière, on continue à le payer. Peut-être cette année, je ne sais pas. En tout cas, on continue à payer certains coachs, même s'ils ne sont plus là, mais ça ne rentre pas, bien sûr, dans cette balance qui ne concerne que les joueurs. Et dernière info aussi, parce que j'étais en train de regarder ça juste avant qu'on commence le podcast, on peut avoir, et c'est là où certains joueurs, et puis on va commencer tout de suite parce qu'on va parler de Leonard Williams en premier, des joueurs qui nous coûtent plus cher si on les trade ou si on les coupe que s'ils sont dans notre effectif. Donc évidemment, à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt de les laisser partir. Et c'est donc le cas de Leonard Williams. Est-ce qu'on commence par lui? Parce que c'est quand même... Merde, je viens de m'éclater le doigt en éteignant mon téléphone. Est-ce qu'on commence par lui? Puisque c'est, tu l'as dit, le cap hit le plus élevé de tous nos joueurs. Il est à 27 millions et il représente 13% de la masse salariale. Ouais. Alors je sais pas si tu veux vraiment qu'on voit joueur par joueur, mais on peut... Ou peut-être en tout cas sur les principaux, puisque ce qu'on va se dire c'est lesquels on va pouvoir cutter, c'est ça vraiment qui nous intéresse, c'est comment on libère 40 millions. Exactement. Bon, alors déjà juste pour Leonard Williams, pour vous donner illustrer un peu le propos de Plax, donc on a dit tout à l'heure, Leonard Williams il représente un peu plus de 27 millions de dollars sur la masse salariale, mais si demain on le coupe ou on le trade, il va tout d'un coup représenter 35 millions de dollars sur notre masse salariale. Donc ça veut dire qu'en fait, il pèserait 35 millions alors même qu'il n'est plus dans l'équipe. C'est quand même incroyable ça. C'est incroyable. Et en fait, on peut se dire, mais comment c'est possible? Pourquoi c'est le cas? En fait, c'est tout simplement parce que il a encore 8 millions 300 000 dollars de bonus de signature qui doit être comptabilisé en 2023, et en fait si on le coupe en 2022, les règles de la NFL veulent que ces 8 millions qui devaient être alloués à la masse salariale de 2023, on dit le joueur il est plus dans votre équipe, du coup ces 8 millions on les met sur 2022 et donc il représente 35 millions de dead money dans votre cap. Alors bien entendu c'est complètement impensable que les Giants fassent ça. Il y a d'autres joueurs pour lesquels aussi il est beaucoup plus cher de les couper que de les garder. C'est Kenny Golladay, Adoree Jackson, Andrew Thomas, Graham Gano, et le dernier c'est c'est pas le dernier, il y a Kadarius Toney, qui sont en deuxième année, Kadarius Toney deuxième année, Andrew Thomas c'est 11 millions de plus si on le fait partir. Ouais. Et les deux derniers sont Xavier McKinney et Aziz Ojulari. Alors ça tombe bien, sont pas forcément des joueurs qu'on a envie de dégager. Non, ils vont pas être sur notre liste ceux-là. Et pour info aussi, les deux joueurs qui représentent le plus de cap hit, donc qui ont les salaires les plus importants sur la masse salariale globale, c'est donc on l'a dit Leonard Williams et Kenny Golladay qui représentent respectivement 13% et 10% de notre cap total, mais c'est là pour le coup des joueurs qu'on ne laissera pas partir. James Bradberry aussi. Ça c'est vraiment le top 3. James Bradberry est à 10%. Ah oui, t'as raison, il est même un petit peu au-dessus de Kenny Golladay, il est à 10%. Alors, je suis en train là, de passer les joueurs en revue. Par rapport au salaire, par rapport à ce qu'on peut économiser sur les partir, etc. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est
malheureusement je ne sais pas, c'est James Bradberry qui a un cap hit de 21 millions et un dead cap seulement de 9 millions, donc qui permet d'économiser quasiment 12 millions si je le laisse partir. Toi, tu as fait ton petit tableau pour calculer un petit peu. Est-ce qu'il fait partie des joueurs que tu vas laisser partir? Ouais, alors on peut commencer par Bradberry. Moi, en fait, je m'étais dit, j'avais plutôt commencé en me disant quelles sont les décisions les plus faciles. Parce qu'il y a Ah ok, on peut commencer par les plus faciles. James Bradberry, il en fait presque partie finalement. Ah, ouais, oui et non. Ah, avec 11 millions d'économisés, c'est beaucoup. Oui, non, mais en fait, alors, pour les plus faciles, je pense qu'on va être rapidement d'accord. En haut de ma liste, il y a Riley Dixon et Kyle Rudolph. Riley Dixon, c'est le top du top du top des savings. Mais même en fait, s'il nous coûtait quelque chose, tellement il me vénère, ce mec, faut le laisser partir. Mais en plus, on va gagner de l'argent. Mais voilà, alors, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les 21 millions de Bradberry. Mais pour donner une idée, Riley Dixon, il va nous coûter un peu plus de 3 millions en 2022. Mais si on le coupe, on fait une économie de 2,8 millions, donc pratiquement tout son contrat, et on garde 300 000 dans le dead cap. Donc en fait, là, il y a pas photo, il est pas bon, il est cher. Et il va pas nous coûter grand chose à le dégager. Donc, comment on peut arriver à un salaire d'un punter nul à 3 millions de dollars sur son cap hit? Mais je pense que tout simplement c'est parce que sa première saison il était quand même bon chez nous. Comment il s'appelle, Gettleman s'est un peu emballé en disant bon bah c'est bon, il a fait une bonne saison, je le re-signe tout de suite en étant, mais c'est pas la première fois qu'on a dit ça de Gettleman, que parfois il foutait un peu de l'argent sur des joueurs qui n'étaient pas forcément très recherchés. Oui, très important. Ouais, très on l'a important. vu sur des running backs ou des choses comme ça. Je me souviens même plus du nom du running back des Panthers qu'on avait pris, qui était le trade, enfin le joueur signé le plus ridicule. Bon bref. Mais tu vois, mais c'est pareil pour comment il s'appelle, Kenny Golladay, on lui a quand même filé. Je dis pas qu'il vaut pas son argent, mais on n'avait pas l'impression. Je crois qu'à part les Bears, il n'y avait pas grand monde qui était en compétition. Pour avoir quand même, c'était que. Je te rappelle que quand on l'a signé, on était quand même archi content et c'était. Non, on était très content. Mais ce que je veux dire, c'est que je me demande si Kenny Golladay, on n'aurait pas pu l'avoir pour peut-être 5 à 7 millions de moins. Oui, c'est possible. Mais bon. Ce qui est fait est fait, on va vivre avec son contrat. Bon, en tout cas, on parle de Riley Dixon, effectivement, premier choix, très très logique. Voilà. Deuxième choix, Kyle Rudolph, qui doit peser un peu plus de 7 millions dans la masse salariale. On peut faire une économie de 5 millions en le coupant, et donc du coup, on n'a que 2,4 millions dans le dead cap. Pareil, c'est un joueur qui est lent, qui s'est pas vraiment remis de sa blessure, qui n'a pas été la menace de red zone qu'on espérait. Donc je vois pas l'intérêt de le garder. Tout à fait. Donc, après, on rentre dans les choix un peu plus difficiles. Là, c'est ce que j'appelle les grands blessés. Le premier, c'est Nick Gates, qui s'est fait une blessure absolument horrible en début de saison. Il pèse 3 millions dans la masse salariale. Alors là, il y a deux options. Soit on le dégage et on fait une économie d'un peu plus de 2 millions. Soit on lui dit, écoute, on refait ton contrat, on te met au minimum salarial des vétérans. Alors j'ai vérifié, ça voudrait dire qu'on le paierait 1 million sur 2022, et donc du coup on fait une économie d'un peu moins de 2 millions en lui faisant prendre un pay cut. Mais pour le pay cut, il faut qu'il accepte. Mais je pense que c'est jouable avec Gates, parce que dans la mesure où il revient d'une blessure grave, il peut se dire, si on lui dit, écoute, soit tu es au chômage, soit tu acceptes de réduire ton salaire et tu essaies de montrer à tout le monde que tu es capable de jouer. Moi, je suis à sa place, je me dis, bon, bah, je préfère rester avec les Giants que je connais, et puis je retenterai ma chance dans un an sur le marché. Non, je suis d'accord, et puis il a quand même il est bien vu des supporters des Giants, c'est un mec qui s'est toujours battu, il allait au combat contre la Aaron Donald, etc., et ça s'est jamais faire, et puis ça faisait partie des valeurs sûres qu'on avait dans notre O-line, alors même que c'est, je crois, un undrafted free agent quand on l'a eu, donc ça fait partie des mecs qui, pour un petit contrat, moi je serais d'avis à essayer de le garder autant que possible. Ouais. Voir ce qu'il arrive à faire, mais c'est vrai que sa blessure, malheureusement, tu l'as dit, c'était assez vénère, on n'a aucune idée de ce qu'il va devenir. Donc voilà, ça vaut le coup de tenter sur un petit contrat et de voir, à la limite, tu sais, le dégager potentiellement dans les 53. Il tente de faire le training camp et puis ça se passe pas bien et on le garde pas, mais ça se tente. Ouais, non, voilà, on n'a pas grand chose à perdre à tenter ça. Alors après, on va parler d'un chouchou qu'on aime bien, c'est Blake Martinez. Je trouve que c'est un cas assez difficile parce que d'un côté, il s'est fait les croisés très très tôt dans la saison et on pourrait se dire que pour septembre 2022, il pourrait être prêt. Mais de l'autre, il va aussi peser 14 millions de dollars sur la masse salariale et on peut faire une économie de 8,5 millions
en le dégageant. C'est beaucoup, hein, 8,5 millions, effectivement. Là, on avait Bradbury à 12 millions, Blake Martinez à 8 millions. C'est deux grosses économies là, qu'on ferait avec ces deux joueurs-là. Et on voit quand même que, même si effectivement il a été très important, on a vraiment vu la différence quand il est arrivé chez nous il y a 2 ans. On avait dit, hein, c'était vraiment le capitaine de cette défense qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, etc. Excellent plaqueur. Mais on voit quand même que la défense a été capable de s'adapter l'année dernière. Et ça a été un petit peu compliqué au début, mais on a finalement réussi à peu près à tenir. Donc, en tout cas, il apparaît pas à l'heure actuelle comme un élément extrêmement indispensable. Et c'est très possible qu'il fasse partie des cuts. Je le vois comme ça, en tout cas. Ouais, même si Joe Shane a dit que son but c'était pas de purger l'effectif, hein, il a utilisé ce mot-là. Je pense qu'au final, quand tu as un joueur qui se remet des ligaments croisés, il y a beaucoup d'incertitudes et donc tu vas pas allouer autant de masse salariale à un joueur que t'es pas sûr qui ne contribuera pas forcément à ton équipe. Hein. Non, niveau blessure, il est exactement comme Nick Gates. Hein. C'est un mec qui s'est blessé de manière très sévère l'année dernière et tu sais jamais comment ils vont revenir. Donc, compliqué. Ouais. Après, les ligaments, j'avais vu la stat, mais c'est assez énorme cette saison. Hein. Enfin, pas que chez nous, hein, mais en NFL, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de blessures importantes et de joueurs qui ont été out pour la saison. Je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière. On parlait des terrains, tu sais. Alors, il y en a beaucoup qui ont critiqué le terrain des Giants, qui est en synthétique, etc. Je sais pas du tout si ça vient de là ou quoi, mais en tout cas, on a été décimés. Ça fera partie, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a vu au dernier podcast, mais ça faisait partie des éléments n'importe quoi, que Joe Shane voulait mettre sur la table pour voir ce qui se passait et potentiellement faire des trades et des cuts chez nos docteurs. Ouais, enfin, de toute façon, il a dit, hein, tous les départements de l'organisation des Giants allaient être réévalués. Donc ça m'étonnerait pas en effet qu'il y ait aussi du monde dans le staff médical qui bouge un peu. Ouais. Bon, désolé pour cette petite digression, on revient à nos moutons. Donc quel serait ton potentiel joueur juste derrière Blake Martinez? On peut peut-être parler de James Bradbury parce que là on rentre en fait dans la catégorie des joueurs que je dirais qui on sait peuvent jouer l'année prochaine, mais vont nous coûter cher et il y a quand même un peu d'incertitude. Bradbury, il y en a qui disent qu'il serait pas forcément adapté au schéma de Don Martindale, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, surtout là ce qui va intéresser Joe Shane, c'est qu'est-ce qui me coûte aujourd'hui, qu'est-ce que je peux économiser demain. Donc il coûte pratiquement 22 millions sur la masse salariale, et comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut faire une économie de 12 millions en le dégageant. Soit en le coupant, soit en l'échangeant. Alors, oui, ce qui peut potentiellement se faire. Hein. Ouais. Ce serait intéressant d'ailleurs. Rappelons aussi, évidemment, on n'est pas obligé de tout couper comme des bouchers, mais on peut essayer de trade autant qu'on peut, puisque si on peut effectivement, alors il y aura du dead cap, etc. Mais si tu peux en récupérer un tour de draft, là on peut imaginer. Alors James Bradbury, moi ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'il a fait une très bonne saison il y a 2 ans. Et qu'il a été je l'ai trouvé beaucoup moins bon, beaucoup moins incisif, il a été beaucoup plus dominé. Je me rappelle, il y a 2 ans, on regardait ses stats, on voyait les receveurs en face de lui, il faisait du 10 yards, 20 yards, quand il y en avait un qui faisait 30 yards, on disait il a fait un gros match contre Bradbury, et l'année dernière ça a été vraiment très différent, il a été plus dominé. Donc j'ai moins de mal à le libérer cette année que s'il avait eu le même niveau qu'il y a 2 ans. En économisant 12 millions, je me dis que voilà, il y a moyen de... C'est pas forcément une énorme perte, par contre... C'est plus compliqué en se disant qui on met à sa place. Là, ça me gêne un peu plus. Parce que même s'il n'était pas au même niveau cette année, j'ai plus de mal à me dire... Alors, Adoree Jackson prendrait le poste de cornerback 1. Il a été très bon cette année, quand il n'était pas blessé. Ça, c'est un petit problème aussi. Mais qui on met en cornerback 2, du coup, là, j'ai plus de questions. Ouais, non, complètement. Je sais pas, en fait, ce qu'on pourrait obtenir dans un trade, mais admettons que ce soit juste un choix du 4e tour. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Mais même ça, même un shot 4e tour, c'est toujours ça de prix, quoi. Et ça peut-être te permettre de faire un trade-up un peu plus tôt dans la draft. Enfin bon, ça te donne quand même des options plus intéressantes pour la draft. Donc, non, et puis n'oublions pas aussi le rôle de ce staff va être de trouver des joueurs, et c'était les gros problèmes qu'on avait eu sur les dernières années, c'est de trouver des joueurs dans les middle rounds, les 3e, 4e, 5e, des joueurs qui peuvent être utiles. Typiquement, là, tu peux aller chercher un corner qui ne sera pas au niveau de James Bradbury, mais qui peut éventuellement être utile et faire le taf pour un salaire bien inférieur et tenter un coup. Donc ça fait partie
des grandes qualités qui sont reconnues a priori chez Joe Shane, hein, c'est d'être capable d'aller trouver des joueurs, et il l'a fait chez les Bills, d'aller trouver des joueurs qui seront utiles, en tout cas plus que ce que l'ont été nos 3e, 4e et 5e tours de ces dernières années. Donc on peut en faire des choses de ces tours-là. Ouais, on espère bien. On espère bien. Et donc voilà, bon, Bradbury, il est clairement dans le viseur, à mon avis. Ouais, c'est sûr. Sterling Shepard aussi. Ouais, je le mettrais aussi, ouais, tout à fait. Sterling Shepard, il va peser 12,5 millions dans la masse salariale. C'est un joueur qui, je crois qu'il n'a pas encore 30 ans, mais il en approche, il doit être à 28 ans. 29. Ouais, 29, merci. ouais. Et surtout, en fait, c'est malheureusement un joueur qui a été beaucoup blessé. Il a fait pas mal de commotions. C'est un joueur que j'adore. Moi, je trouve qu'il c'est un super leader. Il a le bon état d'esprit et en plus, c'est vraiment un bon route runner. Mais quand tu vois qu'il va peser 12,5 millions dans la masse salariale et que tu peux faire une économie de près de 8,5 millions en le désignant comme post first June cut. Alors, je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est. C'est quand même pas mal parce que en fait, il y a un joueur que vous pouvez couper en gros en début d'intersaison. Mettons là maintenant, et vous dites, ce joueur-là, en fait, je veux que comptablement, encore une fois, on parle de comptabilité parce que fictivement, il est considéré comme étant coupé à partir du 1er juin. Donc il est plus dans l'équipe, mais on va comptabiliser son licenciement à partir du 1er juin, ce qui a pour effet en fait de réduire, de répartir le dead cap sur le nombre d'années restant dans son contrat. Aujourd'hui, il lui reste 2 années restantes dans son contrat. Et donc, au lieu d'avoir 8 millions de dead cap qui est sur l'année 2022, on met 4 millions sur 2022 et 4 millions sur 2023. Mais ça nous permet aussi de faire une économie de 8,55 millions sur 2022. Donc, c'est tout bénef. Mais ça veut dire que donc, du coup, en 2023, on sera encore en train de payer le contrat de Sterling Shepard. Ouais, là tu l'as dit, hein, c'est effectivement le gros problème avec Sterling Shepard, c'est que même s'il est dans l'effectif, il est finalement assez peu utile, pas par son niveau, mais par ses blessures. Et tu l'as dit plusieurs fois, hein, il est à une commotion près de mettre fin à sa carrière. Je sais très honnêtement pas si on peut en tirer quelque chose. Oublions pas aussi qu'il est possible de faire des échanges en NFL, donc tu pourrais imaginer que tu laisses partir un joueur et que tu en récupères un joueur de valeur inférieure éventuellement, mais tu es prêt à ça pour te libérer un peu de cap, donc ça peut être aussi des choses qui sont envisagées. Je le vois vraiment dans la même catégorie que les Nick Gates et les Blake Martinez. C'est des mecs qui te font gagner de l'argent, mais qui te permettent d'économiser de l'argent et qui en plus de par leurs blessures sont pas des titulaires incontestables ou ne sont pas suffisamment utiles dans l'équipe pour apporter quelque chose. Donc ça peut effectivement être une bonne cible aussi. Bon, avec tout ça, on n'y est toujours pas à nos 40 millions. Hein. On n'en est pas loin. Moi j'ai à peu près entre 30 et 35 en fonction de ces cuts, comme tu as dit, après le 1er juin, etc. On tourne autour des 35. Là. Ouais, voilà. En fait, le dernier move que j'ai, qui aussi va faire couler beaucoup d'encre, c'est qu'est-ce qu'on fait de Saquon Barkley. Ah, voilà, on y vient. Parce que Saquon Barkley, il va représenter 7,2 millions de dollars sur la masse salariale, et si on le coupe, il y a 0 dead money. Donc en fait, c'est 7,2 millions d'économies si on le coupe ou si on le trade. Pareil, si on arrive à trader Saquon Barkley, faire des économies et en plus récupérer un pic, ce serait pas mal. Mais j'ai pas cette valeur là moi sur Spotrac. Il me met la même somme, 7 millions en dead cap. 7 millions. Je ne sais pas ce qu'il en est. Attends, Ouais. est-ce que j'aurais fait une bêtise? Ça m'étonne un peu. Non, parce que son argent est pas garanti. Attends, Peut-être, hein, mais écoute, c'est ce que je viens de voir, je ne sais pas ce qu'il en est. Les... 7 millions de dead cap, 0. Non, je te dis une bêtise. Je te dis une bêtise. En effet, si on coupe, non, oubliez ce que j'ai dit. Donc c'est pas là qu'on va faire. C'est pas là qu'on va faire en fait des économies parce que. Et pourtant, j'ai entendu plusieurs fois de se séparer de Saquon Barkley. Donc il y a peut-être quelque chose malgré tout là sur cette histoire de salaire. Il faudrait voir. Alors en fait, c'est-à-dire que Saquon Barkley, si tu le cuts, en effet, donc ça c'était une bévue de ma part, si tu le cuts, tu te prends 7 millions de dead cap. Donc le couper n'est pas une option parce que du coup tu perds un joueur et en plus tu le payes. Par contre, si tu le trades, là c'est bon. Si tu le trades avant le 1er juin, tu payes 7 millions, tu payes quand même son contrat. C'est pas ce qu'on veut. Si tu le trades après le 1er juin,
et ben là, c'est l'autre équipe qui prend son contrat dans sa masse salariale. Donc ça veut dire qu'en fait, Barclay, a priori, il bouge pas, mais à partir du 1er juin, peut-être que les Giants vont essayer Alors attends, de Thiergo, l'enfiler. j'ai deux sites que je pense disent pas la même chose, hein. Moi, il me dit prêt 1er juin, release, donc si on le laisse partir, dead cap 7 millions. Si on le trade, on économise 7 millions. Même avant le 1er juin? Ouais, a priori. Donc un trade versus un pick ou un joueur, on économise 7 millions. Donc là, Ce si serait à c'est le cas, vérifier. ça laisserait très peu de... Ouais, il faut vérifier parce qu'effectivement, les deux sites disent pas la même chose. Alors juste pour info, on est sur deux sites. On est sur Spotrac et sur Over the Cap. Mm. C'est très compliqué ces histoires de salaire, hein, donc Ces deux sites sont géniaux, mais c'est ce que je te disais en effet avant le podcast, c'est que parfois j'ai l'impression qu'Over the Cap est à côté de la plaque pour certains éléments et c'est Spotrac qui récupère, et après c'est vice versa. Donc là il y a une contradiction sur ce point-là, mais en tout cas ce qui est sûr, là où on est d'accord, c'est que couper Saquon Barkley n'est pas une option, donc ça veut dire que moi ce que j'avais prévu fonctionne pas, donc il faudrait au mieux les changer. Voilà. ouais. Mais après, voilà, est-ce que Brian Dabble, mais ça on en reparlera peut-être un peu plus tard, est-ce que Brian Dabble va se dire, bah non, Saquon Barkley, j'en ai besoin pour mon running game, c'est quand même un gars qui a un certain talent, même s'il a eu pas mal de blessures. Enfin, voilà. Ça rentre aussi en ligne de compte, c'est qu'est-ce que le coach a envie de faire. Si le coach en a pas besoin, c'est ce qu'on disait pour Bradbury, hein. Si Martindale dit non, moi je pourrais rien faire de Bradbury parce que moi je fais plus du man et Bradbury il est plus en zone, ou vice versa, je sais plus, à revérifier. Bon bah on va pas forcément forcer Martindale à garder Bradbury, ou en tout cas ça donne une raison de plus de se séparer de Bradbury. Ouais, et puis Saquon Barkley, il n'est pas encore. Est-ce qu'il reviendra un jour au niveau qu'il avait été? J'en suis pas sûr, mais après, même s'il est à 70-80% du niveau qu'on l'a connu, ça reste du coup un très bon joueur, mais on voit quand même que il a eu des blessures, beaucoup trop. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui pour être un titulaire incontestable? Devontae Booker, lui, n'a pas été blessé, il a été plus intéressant, il a gagné plus de yards, on l'a vu beaucoup plus incisif, on va dire. Donc, malgré tout le bien qu'on pense de Saquon Barkley, du potentiel qu'il a, du monstre que ça a été, je pense que ça fait pas partie des postes qui peuvent nous aider à reconstruire cette équipe-là. Et les Bills d'ailleurs ont eu des très bons joueurs, des très bons running backs, sans avoir des joueurs pris au premier tour. Donc ça montre que c'est possible et on trouve toujours des bons running backs qui sont utiles quelques années. Ce qui donnerait raison à tous ceux qui disaient que Saquon Barkley n'était pas le bon choix. Et on va pas en reparler, mais même s'il est très très bon, effectivement, voilà, il y a des arguments qui montrent que c'était à ce moment-là pas le bon choix, effectivement. Bon, peu importe. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas le poste dans lequel on a besoin de mettre de l'argent pour retrouver une équipe compétitive. Voilà, je formulerai ça comme ça. Ouais, non, complètement. Alors, par contre, on n'est toujours pas à nos 40 millions, mais j'avais déjà prévu d'autres petits cuts qui Oui, parce que voilà, on peut aussi cumuler plein de petits cuts. Ça, c'est des vrai petits que... cuts et aussi des restructurations, mais les restructurations c'est un peu plus compliqué à simuler. Bon, les petits cuts, il y en a trois. Caden Smith, on fait une économie sèche de 2,5 millions sans dead money. Darius Slayton, on fait pratiquement une économie sèche de 2,5 millions, mais avec 60 000 dollars de dead money. Et enfin, Devontae Booker, on fait une économie de 2,1 millions et 1 million de dead cap. Ouais, alors là, tu viens quand même d'enlever trois joueurs pas trop chers et assez intéressants. Donc, c'est... Ouais, alors, je dirais que dans le tas, celui qui serait le plus facile à cutter, c'est peut-être Darius Moi, Slayton. Caden Smith, je l'aime bien et j'aurais dit Darius Slayton aussi. Ouais, Darius Ouais. Slayton qui en fait a été pas suffisamment constant. Énervant l'année Voilà. dernière. Moi, il m'a énervé. Et puis après, tu peux en effet continuer à garder, à gagner un peu de cap en restructurant le contrat de Kenny Golladay, de celui de Leonard Williams ou encore de Logan Ryan. Donc la restructuration, juste pour expliquer rapidement ce que c'est que vous prenez le salaire du joueur et vous dites, ok, une portion de ce salaire, on va le transformer en bonus de signature. Et donc ça, encore une fois, je vais parler de comptabilité. Et pourtant j'ai horreur de ce sujet, mais ça a effet comptablement en fait de lisser cette somme. Donc admettons que vous ayez un joueur, il lui reste 3 ans sur son contrat
et dans l'année numéro 1, vous lui devez 10 millions de salaire. Si vous transformez 9 millions de son salaire en bonus de signature, et ben en fait ces 9 millions vont se diviser sur les 3 années restantes de contrat. Donc ça veut dire qu'en fait la première année il va avoir un cap hit de 4 millions parce que c'est 1 million de salaire plus ces 3 millions qui ont été transformés en bonus. La deuxième année c'est son salaire plus 3 millions et la troisième année c'est son salaire de troisième année plus 3 millions. Et donc ça c'est une opération comptable qu'on peut faire avec Kenny Golladay, Leonard Williams et Logan Ryan parce que ils ont tous au moins une année de plus dans leur contrat et ça nous permet de faire un peu des économies de bout de chandelle. Mais l'effet secondaire d'une restructuration c'est que du coup le joueur, si vous voulez le couper l'année suivante, et ben ça devient un peu plus cher pour le couper. J'ai un autre joueur là qui est intéressant là, qui me paraît, moi je le vois pas dans l'effectif l'année prochaine, c'est Oshane Jiménez qui coûte 1 200 000, donc c'est pas très cher, mais pour ce qu'il apporte c'est vraiment déjà beaucoup trop, puisque ça a été, je pense, un grand loupé hein, de Gettleman aussi en troisième tour, et on économise 1 million, donc voilà, des 1 million par-ci, 1 million par-là, on arrive à faire des choses. Ça fait partie des joueurs qui apportent vraiment trop peu pour qu'on puisse les garder, je pense. Ouais, non, complètement. Il est aussi dans le viseur. Mais bon, en tout cas, bon an, mal an, on y arrive quand même à ces 40 millions. On arrive à ces 40 millions, on se crée pas mal de dead cap, hein, évidemment. Ça, on l'a dit au début de podcast, c'est obligatoire, donc on n'a pas trop le choix, mais eh bien, on arrive quand même à économiser de l'argent. Et je pense, hein, je vois les choses comme ça, moi, sur cette free agency. Évidemment, qu'on va pas claquer des 50 millions sur un très gros joueur, c'est sûr à 100%. Ça va pas être très excitant pour nous, je pense. Par contre, ça va être intéressant de voir quels joueurs on va signer, qui seront sûrement des joueurs de milieu de tableau. Faire peut-être un ou deux gars qui sont un peu mal dans leur équipe et on va tester de les faire rebondir chez nous. Voilà, ce genre de signature sur un an ou deux pour pas se mettre dans le rouge. Toujours faire en sorte qu'en 2023, on ait beaucoup plus de latitude pour faire des moves plus importants, mais on n'a pas les moyens de faire des moves importants cette année. Il ne faudra pas se louper sur les grosses signatures et on va vraiment, je pense, compter sur des joueurs moyens en free agency et frapper un grand coup sur la draft cette année, puisque rappelons qu'on a le choix 5 et le choix 7, donc il y a moyen de faire des belles choses. Voilà, c'est sûrement ce qui va se passer et on n'aura pas l'excitation qu'on avait eue l'année dernière en se disant est-ce qu'on va signer des gros joueurs machin comme on l'avait eu pour Kenny Golladay. Mais au final, c'est pas forcément plus mal puisque. Ouais, je pense pas en effet qu'on sera des gros players cette année. Non, on sera pas des acteurs majeurs mais bon, il y a quand même des choses intéressantes hein, et ce que nous a dit quand même notre ami Joe Shane, c'est vous pouvez, on peut avoir une équipe qui est relativement compétitive. Sans pour autant être en mode reconstruction totale. Alors, juste pour refaire en fait, juste très rapidement un peu le total des moves qu'on a fait. Là, j'ai rajouté le cut de Darius Slayton et Oshane Jiménez. Ça nous fait, alors pardon, j'ai cassé mon tableau, donc là ça ne fonctionne pas. Ça nous fait donc une économie au total de. Bah non, il veut pas. Voilà. Vous voyez, non, ça nous fait une économie au total de 42 600 000. Donc ça c'est pas mal. Et en dead money, ça nous fait quand même 23 millions de dead money. Donc vous avez quand même 23 millions de dollars, un peu plus de l'équivalent du contrat de Bradbury, qui est alloué à des joueurs qui ne sont plus dans votre équipe. Voilà, et c'est de l'argent en gros qui n'est pas utilisable l'année prochaine. Voilà. Enfin, non, c'est de l'argent qui n'est pas utilisable pour 2022, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, voilà. Oui. Mais voilà. Mais en fait, quelque part, on se fait un peu mal pour 2022, mais pour aborder 2023 avec une situation financière qui est beaucoup plus saine. Espérons-le. Ouais, non, tout à fait. Et puis Joe Shane va pas être là que pour une année. Hein. Il va aussi viser sur le long terme. Donc c'est des moves très logiques et c'est classique quand un nouveau GM arrive dans une équipe, il faut faire de la place. Bon voilà, on a réussi à avoir nos 40 millions. Alors évidemment, il y a plein de petits joueurs qui vont être coupés, plein de petits mouvements, mais qui sont pas assez significatifs pour qu'on en parle ici. Il y a même des joueurs qui
qu'on connaît pas forcément ou quoi, donc voilà, c'est normal. Mais je pense qu'on a fait un tour des moves les plus importants qui pourraient nous permettre Il y de... a une dernière chose qu'on n'a pas citée, mais ça, pareil, c'est difficile à prévoir. C'est une autre Mhm. manière de réduire aussi un peu ton cap, c'est de faire des prolongations de contrat de certains joueurs. Et D'accord. quand je regarde les contrats, les joueurs qui pourraient être prolongés, il y a Mhm. Dexter Lawrence, Graham Gano, le kicker, et aussi Mhm. Julian Love, qui arrive dans sa dernière année de contrat et qui, je trouve, a eu une bonne performance en 2021. Donc ce serait pas inintéressant de le prolonger, peut-être de 3 ans. Dexter Lawrence, en tout cas, je suis clairement en faveur de le prolonger. Ouais, Julian Love, bonne attitude, joueur complet qui est capable de se mettre en corner, en safety, qui fait pas de vagues, qui fait le boulot, voilà, qui est pas très flashy, mais qui à un prix raisonnable peut être vraiment intéressant. Bon voilà, on va passer du coup au free agent et on va se poser la question de qui on re-signe pas, qui on laisse partir et qui on essaye de garder. Là, je te propose de faire ça que sur les joueurs importants. On va pas aller Non, on va pas tous les faire, non, c'est clair. des Casey Crater, long snapper. C'était Alors ah si, bah si, pour le coup, lui, on va le dire. si, En fait, on va le garder pour très le coup. très Ah important. non, c'est pas un bon exemple. Mais un Kyle Murphy garde, tu vois. Oui, Qu'est-ce ça que on tu s'en penses de fout. Kyle Murphy? On s'en Ou un fout. Keyon Bon. Crossen, c'est clair. Keon Crossen, pas mal aussi en special team. Bref, on va commencer. Moi, je vais les faire dans l'ordre. Je sais pas par quoi ils sont classés dans mon truc. Bah vas-y, balance et Par moi je quoi te ils sont dirai ce que j'en classés? pense. Ah, ils sont classés par salaire. Ok. Donc, premier, Ned Solder. Alors, est-ce qu'on garde Ned Eh Solder? ben, Thiergo, je te prie de te concentrer. Réfléchis bien. Ne fais pas d'erreur. il est déjà parti. Garde-tu Ned Solder? Il est déjà parti. Oui, mais on peut le re-signer si on veut. Oui, on pourrait le re-signer, mais c'est-à-dire qu'en fait, là aujourd'hui, il est déjà parti et il nous coûte quand même 4 millions. Mais non, Il est nul, il a 34 ans, il nous coûte cher. Qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse? Allez, on le dégage. on va passer à autre chose. Austin Johnson, defensive tackle. Qui, pour moi, a fait partie des très très bons joueurs de rotation de cette ligne défensive. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait partie en fait des joueurs pour lesquels c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué dans le sens on sait pas s'il est bon ou pas, mais je le re-signerai pas à n'importe quel prix. En tout cas, il a 28 ans, le prolonger pour 2-3 ans, c'est pas complètement illogique. Ouais, non, moi je l'aime bien ce joueur. Je l'aime bien, il a été meilleur que d'autres. Comment s'appelle Mince, j'ai oublié son nom. Un mec, un defensive tackle que j'aimais pas du tout, qui a été très mauvais cette année. Je le retrouve pas Danny dans la liste Shelton. des joueurs là. Ah, Shelton, Oui, voilà, Danny putain, Shelton, mais alors par lui. contre, il va dégager. Mais il est où lui? Je le trouve pas dans la liste de nos joueurs. Et Pourquoi il bah, est pas? c'est là encore une fois où je te dis que Over the Cap et Spotrac parfois ont des loupés, puisque je ne l'ai pas trouvé non plus dans la liste de Spotrac, mais je l'ai trouvé dans la liste de Over the Cap. Et je te confirme que il est free agent cette année. D'accord. Bon, bah ça c'est le mec que je vais laisser partir. On n'en veut pas. Je le trouvais très très mauvais, très très lent et il avait aucun impact sur le jeu quasiment. Donc voilà. On a ensuite notre ami Billy Price, donc qui était un ancien premier tour de draft, il est listé comme garde ici, mais il a joué centre chez nous. Il a joué quasiment toute la saison, on l'a dit, avec la blessure de Nick Gates. Qu'est-ce que tu en fais de ce joueur? Écoute, j'ai beaucoup de mal à évaluer sa prestation 2021. Dans le sens où il a eu des moments où il était clairement horrible, d'autres où ça avait l'air de plutôt bien se passer. Les Giants dernièrement ont fait une petite vidéo de film study sur lui que j'ai pas encore eu le temps de Mm. regarder, mais tu sens qu'ils sont un peu en train d'essayer de redorer son blason, de montrer ce dont il est capable. Je suis sûr que s'ils en parlent, c'est pour en dire du bien, parce que sinon, ce serait quand même assez terrible que les médias de Giants.com te parlent d'un joueur en disant ah, vous avez vu comme il est nul, c'est nous qui l'avons signé. Avec que des vidéos où il se pète la gueule, il se fait Voilà. enfoncer et il n'arrive pas du tout à bloquer qui que ce soit. Par contre, tiens, petite parenthèse, est-ce que tu penses, moi je pense que non, est-ce que tu penses que ceux qui s'occupent des réseaux sociaux des Giants ont des discussions avec Joe Shane ou les GM ou certaines personnes qui sont dans l'organisation des Giants pour savoir de qui parler, est-ce qu'on doit le mettre en avant ou pas, parce qu'on va le garder ou pas le garder? Moi je pense que non. À mon avis, et c'est ce qui a été dit plusieurs fois de la part de ceux qui s'occupent des réseaux sociaux, ils n'ont pas l'air de discuter, ils ont l'air de faire ce qu'ils ont envie un peu dans leur coin pour faire plaisir aux fans.
Est-ce que tu penses, toi, parce que c'est un peu ce que tu dis là, du coup on essaie de redorer son blason, potentiellement ça voudrait dire qu'on va le garder Non, non, ou non, je pas du pense pas tout? que ça veut dire qu'on va le garder. Alors moi, je pense qu'au contraire, le service de communication des Giants travaille quand même avec le general manager. Le general manager n'est pas en train de regarder tout ce qu'ils vont faire, mais tu vois, typiquement, quand un truc nouveau qu'ils ont fait ces dernières années avec Joe Judge, c'est ces sessions de revue de films. Oui, 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 oui. Bah, là, typiquement, je pense que si le general manager et le head coach n'étaient pas favorables, ils le feraient pas. Ah oui, Euh, ça bien sûr, non mais je veux dire quand ils mettent des vidéos de certains joueurs ou ce genre de trucs, tu vois. ouais, peut-être, mais bon, voilà, ils vont pas non plus trop encenser. Tu vois, par exemple, si tout le monde sait que on est en train d'essayer de débarquer Daniel Jones, ils vont pas non plus en faire trop Oui, pour dire non oui, c'est vrai, c'est t'as notre raison. QB du futur. C'est peut-être Non, c'est peut-être il un y a peu peut-être des délicat. consignes en tout cas. Il y a peut-être des consignes qui viennent un peu d'en haut en leur disant merci de ne pas parler de ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là. Voilà. Ouais. C'est peut-être des choses comme ça. Ouais, non, Bon, mais c'est difficile de savoir. j'espère que c'est quand même un minimum concerté parce que ce serait quand même un peu dommage sinon que la com dise un truc alors que l'équipe veut faire autre chose. Non, mais parce qu'en fait, ce que j'avais vu, en fait, c'est il y a plein de fois où t'as des mecs qui disent please, arrobas Giants, sign this guy, tu vois, faites un move sur ce truc-là. Et les mecs ils disent mais nous, les gars, en fait, nous on s'occupe des réseaux sociaux, c'est pas nous qui prenons les décisions, donc ça sert à rien de nous dire ça. Ah Quoi. oui, d'accord, ouais. Donc voilà, c'était dans ce Ouais, sens-là. ouais. En tout cas, Billy Price, je pense que dans la rotation, en tant que remplaçant, ça peut être intéressant. Ouais. Il n'a pas le niveau pour être titulaire dans une équipe très compétitive, mais à un salaire très raisonnable dans la rotation, ça peut être pas mal. Ensuite, alors là, ça y est, on arrive dans les contrats et les questions, les vraies questions à se poser. Evan Engram. Ça dégage. Bon, voilà, ça dégage, terminé. Voilà. Non, mais enfin, je suis sûr qu'il y aura une équipe qui arrivera, enfin en tout cas j'espère pour Evan Engram parce que c'est quand même quelqu'un de sympathique, mais ça fait pas tout dans la NFL. Il a un certain... Ouais, il est sympa. Ça, c'est comme quand tu présentes une copine. Elle est jolie. Ah, elle est vraiment sympa. Voilà, Evan Engram, il est sympa. Et donc en fait, Engram, il y aura peut-être une équipe qui arrivera un peu à débloquer son potentiel, mais je trouve qu'il est tout simplement trop limité. C'est un mec c'est pas un tight end, il est pas capable de bloquer. Euh, on avait déjà fait l'expérience il y a plus de 10 ans avec Travis Beckham. On a refait la même chose avec Evan Engram qui était un peu mieux que Beckham, mais bon, pas tellement plus. Et surtout, mentalement, il y a quelque chose qui colle pas quoi, pour qu'il Ouais. il soit capable un match de te faire une réception de malade et puis le suivant de louper un truc complètement facile. Ça va pas, et moi j'en ai marre qu'on gaspille de l'argent sur des joueurs comme ça quoi. Non, non, j'ai pas aimé son route running. On a eu plein de problèmes de drop, de matchs perdus à cause de lui. Pour moi, c'est effectivement, comme tu le dis, il a moyen de faire des choses, mais ce sera pas chez nous et on espère qu'il va s'en sortir ailleurs. Autre joueur qui est un peu dans le même cas, Jabril Peppers, qui est là pour le coup, là, qui est un joueur que je trouve meilleur et plus intéressant, mais qui a fait partie, on le rappelle, de l'échange avec Odell Beckham. Qu'est-ce que tu fais avec un Jabril Peppers? Bah, en fait, je trouve qu'il est pas mal quand même comme inbox safety. Mhm. Et puis, c'est un bon leader. J'aimerais bien qu'on le garde, franchement, Ouais, moi mais aussi. pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que c'est pas le gars que tu espères payer au minimum, au salaire minimum, bien entendu, mais je le vois pas comme un gars qui mérite un salaire de top safety. Non, non, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on a l'argent pour payer un Jabril Peppers? Ça, c'est une autre question. En tout cas, ce serait effectivement bien de le garder. Il a de l'énergie, il est. Après, on a des options, C'est... c'est-à-dire qu'en effet, si Pepper c'est pas là, avec McKinney et Julian Love, il y a de quoi faire et faut en effet rajouter quelqu'un dans la rotation derrière pour les safety. Bah, il y a Logan Ryan pour Oui, l'instant. pardon, j'ai oublié Logan Ryan. Donc, Mais ils ont été importants, les safety, dans le schéma défensif. Comme tu disais tout à l'heure, ça peut dépendre du schéma défensif de Martindale. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en tout cas, c'est si on ne garde pas Peppers, on n'est pas à poil. À ce poste, en tout cas. Oui, tout à fait. Will Hernandez, garde. Ça dégage. Deuxième tour d'il y a 4 ans, ça dégage, on n'en parle plus, il est nul, il a jamais rien fait, et c'est un deuxième tour gâché sur ce joueur-là. Alors même si, on va pas tout mettre sur le dos de Gettleman, à l'époque il était vu comme sûrement le deuxième ou troisième meilleur garde de la draft, et il n'a rien réussi à faire malheureusement. Qui on a derrière qui peut être intéressant? Levin Toilolo, Tyden, Ça dégage. il a été blessé en plus, je 30 pense ans que en ça plus, dégage aussi. il a jamais rien fait. Bon.
Ouais, il a jamais rien fait. Mike Glennon, Ça est-ce qu'on se dégage. pose vraiment la question? Ça dégage. Alors lui, il me fait marrer. Nate Ebner, le mec qui n'a jamais rien fait, jamais servi à rien, qui était typiquement une signature de Joe Judge, Ouais. puisqu'il venait des Patriots. C'est même pas de question à se poser, ça Bah, dégage il était en immédiatement. fait, il était en special teams, il intervenait comme gunner, mais son apport à l'équipe, son impact était vraiment très limité. Donc, et 33 ans, plus aucun intérêt de garder un type comme Non, ça. mais dans la rotation, il a quasiment pas joué en défense. Ah Il a non, joué non, que. non, oui, mais c'était un special teamer. Donc Moi, ça me fait chier ces mecs qu'on signe que pour jouer en special team. T'as les mecs, ils sont joueurs de football, ils bah peuvent ouais, faire deux hein, trucs il en même faudrait temps, que les quoi. kickers ils se mettent un peu en linebacker et qu'ils filent des taquets. Non, mais à part des kickers et des punters, je veux dire, tous les autres joueurs, ils sont capables de faire autre chose, quoi. Si le mec est pas capable de jouer tourner dans la rotation, ça m'embête d'avoir des mecs que tu signes vraiment pour dire ah ouais, mais il est bon en special team. Oui, mais tu vois, par Bon, exemple, ok. pour te donner un exemple qu'on connaît bien chez les Giants, David Tyree était pas un excellent receveur, hein. Non, mais il jouait, il était C'était serviable. Il était serviable, c'est ça que je veux dire. ouais, donc mais Je- je- c'était surtout un gars qui était reconnu pour être un excellent gunner. Donc Non, mais je suis d'accord, et c'est comme on avait Ron Dixon aussi à l'époque des années 2000 qui avait retourné un, pardon, un engagement un kick-off, ouais, ouais, un kick-off pour. Est-ce que c'est Ron Dixon? Ouais, c'est Ron Dixon. peut-être. Attends, je suis en train de. Oui, je crois que c'est Ron Dixon. Qui était, tu vois, il était dans le même genre que David Tyree. C'est un receveur qui jouait de temps en temps. Mais il jouait au moins, tu vois. Un Nate Ebner, franchement, il a dû faire 3 snaps. C'est vraiment pas le gars que j'ai envie de garder, quoi. Danny Shelter en a parlé, ça dégage direct. Reggie Ragland en inside linebacker. Tiens, lui, c'est intéressant de se poser la question. Est-ce qu'on le garde ou pas, Reggie Ragland, Ouais, moi je qui a l'air intéressant dans la rotation quand même. ouais, et je pense que surtout en plus si on s'oriente vers une coupe de Blake Martinez, ce serait Mhm. pas mal en fait. Moi je trouve il y a Reggie Ragland et aussi il y a j'anticipe un peu mais Bernardrick McKinney qui Mhm. ont été deux linebackers, inside linebackers assez alors, j'ai pas envie de dire méga productifs, mais ils ont été intéressants et ça fonctionnait bien. Donc pourquoi pas les garder? Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça fait partie des. En tout cas, il va falloir avoir un peu de rotation en poste de linebacker, surtout si on cut Martinez, exactement comme tu l'as dit. Alors là, c'est Lorenzo Carter, c'est un mec qui, on sait pas trop, il a été un peu endormi en début de saison, il s'est vraiment réveillé à la fin. Toi, tu disais que c'était pour qu'il chope un contrat ailleurs, il a été motivé pour vraiment montrer ce qu'il savait faire. À mon avis, c'est un mec qui en outside linebacker va demander un gros salaire Ouais. et je pense pas qu'on puisse s'aligner Je dessus. pense aussi, ouais, je pense que bah il a raison, hein, alors il a eu des blessures en début de carrière et pourtant Mm. il arrivait en NFL avec plein de potentiel. Là il a 26 ans, il a fait une excellente fin de saison, donc il a quand même de bons extraits de match à montrer aux différentes équipes. Mais bien sûr, j'aimerais bien qu'on le garde chez les Giants, mais à mon avis, il va y avoir une vente aux enchères, enfin en tout cas des enchères pour ce gars-là, et on ne devrait Mm. pas y participer. On devrait laisser une Non, autre équipe le surpayer. ouais, ouais, je pense qu'il va réussir à se faire surpayer, à trouver une équipe qui, grâce justement à ces derniers matchs, à quelques belles actions, vont miser sur lui, ça je pense. Il reste deux joueurs de quels on peut parler. Il y a Elijah Penny qui est là depuis longtemps, qui joue fullback. Je sais même pas si on va avoir un fullback très honnêtement dans notre effectif cette Bah, année. si on regarde en Euh, fait l'attaque des Chiefs ces dernières années, j'ai pas l'impression qu'ils ont été fullback. À mon avis, et les Chiefs, ok, mais les Bills. bah, les Bills, je ne sais pas. Bah, je me rappelle de nos collègues des Bills qui disaient que Daboll avait un peu tendance à oublier le running game. Donc, est-ce que il a vraiment besoin d'un fullback? Ça, je ne sais pas. Mais en effet, comme tu dis, là, typiquement, c'est le schéma offensif qui va un peu déterminer si on a besoin de Elijah Penny ou pas. Hmm. Ou alors, il faudrait que Elijah Penny se reconvertisse vraiment en tant que halfback, power halfback. Mais ça, j'en doute. Non, je pense pas. Et puis il a 28 ans, à mon avis, on peut largement aller chercher un mec à la draft Oui, qui exactement. fera le même Tu taf. prends un UDFA, ça fera la même chose, hein. Ouais. Dernier qui peut être intéressant, c'est Dante Pettis, receveur, qui a fait quelques belles choses, qui a été un petit peu blessé, mais qui avait l'air aussi voilà, dans la rotation, qui était pas mal. Je sais pas. Là, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai pas vu. Les blessures sont un problème. Ouais, non, mais t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être au niveau de salaire minimum. Il y a un autre receveur aussi qu'on n'a pas souvent vu, mais qui nous a montré des jolies choses. C'était CJ Board. Euh, Ouais, mais qui est pareil, on l'a voilà. très peu vu, il a été encore blessé, je sais pas ce qu'il avait. Et J'en sais rien. t'as pas parlé de Jalen Smith.
Alors, peut-être que ma liste est pas complète, hein, Ouais, parce que je vois pas John Ross non plus, et je sais pas où il est. John Ross. John Ross, le troisième du nom. Ouais, mais est-ce qu'il est pas encore sous contrat, tout simplement? Bah, je le trouve nulle part. Mais John Ross, non, il est pas sous contrat. Ouais, bah John Ross c'est pareil, hein, Free Agency, Tracker. Si on regarde les Ross. Bon, en tout cas, John Ross, Dante Pettis, c'est des mecs qui, s'ils viennent à des salaires corrects, peuvent être intéressants, en tout cas de signer dans la rotation jusqu'à cet été et voir si on les garde ou pas. Mais on va forcément avoir besoin de mecs de rotation et des mecs Ouais. pour faire les plots en leur disant voilà, c'est à toi de gagner ta place. Quoi. Donc, Ross est free agent aussi, hein. Donc, ok, bon, bah, il apparaissait pas. Et Jalen Smith, du coup, linebacker, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. qui était, bah là, je sais pas quoi dire, on l'a très peu vu. Donc, Bah, on l'a signé en cours de saison, il avait l'air. ouais, il pourrait être intéressant quand même. Il est rapide en tout cas, ça change un peu de mecs comme Blake Martinez qui sont un peu plus lourds. Et puis les linebackers rapides, c'est les linebackers modernes. Ça peut être intéressant. Mais il faut, là encore une fois, de toute façon, globalement, hein, tout ce qu'on dit pour ces free agents, c'est évidemment dépendant du prix auquel on peut les avoir. On va pas les signer à n'importe quel prix, encore plus cette année quand on essaye de ne pas faire n'importe quoi. Donc, Ouais. ce sera vrai pour lui aussi. Tout à fait. Voilà, bon écoute, on arrive à quasi 50 minutes de podcast. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un joueur qu'on a oublié ou quelque chose que tu voulais dire sur un des joueurs en particulier? Non, on a dit plein de choses. Je sais pas si on utilisera le franchise tag cette année, parce que c'est pas comme si on avait un joueur qu'on cherchait absolument à garder à tout prix. Donc je m'attends pas à ce que les Giants l'utilisent. Quelque chose dont il faudra peut-être qu'on discute dans un autre podcast, c'est est-ce que les Giants vont activer l'option de 5e année de Daniel Jones ou pas. C'est un grand débat parce que il faut savoir que Daniel Jones rentre dans sa 4e année et comme un choix de premier tour, il a une option dans son contrat pour une 5e année, et si on active cette 5e année, il a 20 millions de dollars garantis, grosso modo, je crois. Donc c'est pas une décision qui est à prendre à la légère, mais en même temps, Shane et compagnie, peut-être qu'ils ont envie de se dire, vaut mieux avoir un Daniel Jones sur un contrat de 2 ans que sur un contrat juste d'1 an et de se retrouver bloqué en 2023 parce que on n'a toujours pas de solution au niveau de QB. Et on a jusqu'à quand pour l'activer cette 5e Alors j'ai pas réussi à trouver la date, mais j'ai entendu dire que c'était le mois de mai, et il me semble qu'en effet c'est après la draft, donc on a du temps. Là, pour juste vous donner un peu une idée au niveau du calendrier, bon, il y a les franchise tags, on a jusqu'au 8 mars pour les activer. Après, le recrutement des free agents, c'est le 16 mars officiellement, mais pour ceux qui n'ont pas d'agent sportif, ils peuvent commencer à négocier le 14 mars. Et la draft, c'est du 28 au 30 avril. Donc les choses intéressantes vont commencer à arriver là, ça y est, on va de nouveau avoir faudra qu'on voit si on essaie de faire un podcast de prédiction des free agents à discuter, ou alors on fait plutôt un bilan. Je sais plus ce qu'on avait fait l'année dernière. On avait fait des bilans, je crois, et puis par contre on avait fait un podcast avant la draft pour parler un peu de tout ça. On essaiera d'avoir un invité, quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous, et on regardera, on se renseignera évidemment en fonction de ce qu'on voit. Mais on avait fait des petites simulations aussi, c'était marrant de se faire une mock draft en direct, voir qui on arrivait à récupérer. Ouais, tout à fait. Donc ça, je pense qu'on le refera d'ici là. Ok, bah écoute Thiago, merci beaucoup pour ce podcast. C'était assez intéressant de voir un peu les joueurs et de voir la tâche qui attend Joe Shane et toute sa clique. Il y a du boulot pour réussir à se faire cet effectif et à le faire monter en niveau petit à petit. En tout cas, voilà. Moi, je suis ultra optimiste. T'as vu le petit montage que j'ai fait Ouais, sur j'ai vu. Bah, je l'ai retweeté. façon Star Wars. Ouais, j'ai commencé à regarder aussi les vidéos. Là, ils sont en train de faire une petite série. J'aime bien ces séries des coulisses d'une franchise. Ouais, ça me fait à chaque fois penser à cette très vieille VHS, Les Bleus dans les yeux. Hein, les yeux dans les bleus. À chaque fois je me plante. Oui, les yeux dans les bleus. Les yeux dans les bleus. Non, mais c'était bien les bleus dans les yeux aussi. Enfin bref. Ouais, mais les yeux dans les bleus, c'était rigolo. C'est vrai que c'était marrant. Alors après, là forcément, c'est ultra pour le coup. On disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une communication? Oui. Voilà, là c'est sûr, tout est contrôlé et on va pas. Voilà, s'il filme Joe Shane
parce qu'ils l'ont filmé au Senior Bowl là, avec les joueurs de college. S'il dit un truc sur un joueur en disant lui il est vraiment dans ma cible, évidemment que ça ne passera pas. Tout est. Je pense que Joe Shane l'a vu 10 fois avant de la valider à mon avis. Non, mais complètement. Hein, donc j'ai hâte aussi qu'il filme un peu plus. Brian Daboll qui a l'air d'être un sacré personnage quand même. Non mais ça va être vraiment une intersaison mouvementée et très intéressante. Ouais, je suis beaucoup trop vendu moi déjà et beaucoup trop hypé. C'est pas bien, c'est clair. Que je garde les pieds sur scène. J'ai l'impression qu'on va faire 12 victoires l'an prochain, c'est sûr, aucun doute. Bon bref, comme chaque fois qu'on change de coach et tout ça. Allez, on s'arrête là. Merci Thiago. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Only a Giant Podcast. Et vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. À plus tout le monde. Ciao. Salut.